PVC. Plateau virtuel club. Plateau Vivacité. club. Une émission de théâtre consacrée à la fabrique du sens. Une pièce de théâtre, un auteur, une œuvre. Une pièce, un auteur de théâtre, une œuvre. De terre de honte et de pardon, c'est l'histoire d'un jeune garçon, enfant, qui s'appelle David, et qui revient sur son histoire familiale, qui a notamment été marquée par la perte de son jeune frère. Il reprend la parole pour raconter, revenir sur tous les événements de sa famille, et notamment sur le moment où il a commencé à écrire, à découvrir les livres et à prendre plaisir à écrire. Donc c'est un texte qui travaille, qui balance, on pourrait dire. Il y a comme un balancement entre l'histoire personnelle de cet enfant et toutes les grandes histoires qu'il découvre dans les livres, et notamment les mythes. Et le texte fait un lien entre son histoire personnelle, qui devient progressivement, dans le mouvement du texte, on peut dire, un mythe. Bonjour David. Bonjour Marie. De terre de honte et de pardon a été publié le 11 janvier 2018 aux éditions Espace 34. La 4e de couverture indique « Construit par vagues, par boucles et par ellipses, de terre de honte et de pardon avance à la manière de psaumes ». Quel est le rapport entre ton écriture et les psaumes comme inspiration ? D'abord, il y a une référence religieuse qui est dans le texte, puisque le narrateur recopie, fait référence beaucoup va chercher en fait dans les mythes bibliques. Et il y a ça d'abord comme référence, et puis ensuite c'est pour moi le psaume, c'est mon ressenti, disons, c'est comme un appel. Il y a quelque chose de l'ordre de l'appel et à Dieu le Père, voilà comme on dit. Et il y a comme un travail aussi qui est fait dans le psaume de restaurer une vitalité, disons. Et il y a quelque chose de l'ordre du chant qui rejoint le travail, je pourrais dire, que fait le narrateur dans la pièce. C'est-à-dire de faire ressurgir ce qui a été non dit, enterré, on pourrait dire. Voilà, de remettre à jour et de redonner de la vie à toute cette matière-là, on pourrait dire. Mère entre dans les églises, avec sa robe d'été et ses nu-pieds, avec ses mules, avec son corsage débraillé. Mère vole des cierges dans les églises. Ça fait rire, mère. Mère nous tire par les chemises, les par-dessus, par les gilets, par les t-shirts, par les culottes, par les bretelles des pantalons. Tandis que mère tire et soulève les draps sans s'y couvrir, recouvrir père. Mère entre dans notre chambre, mère époussette, ou mère déchire ce qu'on punaise le long des murs. Mère nous fait honte, mais nous l'aimons. Mère dit: j'ai rencontré ton père au bal du 14 juillet. Un bal quelconque, rien de bien extraordinaire. Comme par un fait exprès, toute mon entreprise était là. Toutes mes collègues, comme par un fait exprès. C'était à Pornichet, au bord de plage. Et puis je suis tombée enceinte de Caroline, ta sœur aînée. Alors on s'est marié tout de suite avec ton père, dans la foulée. Quand tu es né, tu étais blond, vraiment si blond et si joli. Et tu es né dans la fournaise de cet été. Je m'en souviens de la canicule cet été-là. 17e jour du 7e mois.
Tu te rends compte, ô mon David, le livre dit que c'est ce jour où l'arche de Noé s'échoua sur les falaises de la montagne dite Ararat. Terme du déluge, il est écrit, je crois. Et puis ton père partait en mer, au-delà des terres, du golfe du Morbihan, la pointe de Brest, jusqu'Arcachon et l'île de Noirmoutier. On avait d'abord voulu une fille, puis des garçons. Tu es venu après. Ton frère, le petit père, venu plus tard. Je n'avais pas voulu vous allaiter, ta sœur, ni toi, ni petit père, ton frère. On le savait que tu serais un garçon. J'avais fait faire le diagnostic, l'amniosynthèse. On l'a toujours su à l'avance pour vos sexes, pour chacun de nos enfants. Tu étais un enfant vraiment mignon, David, quand tu es né, à la figure tellement jolie. Tu étais blond, vraiment si blond, le visage doux d'une petite fille. J'ai recopié les phrases, car son unique pensée était celle d'aller tout droit, toujours plus loin, comme pour se fuir, comme pour fuir l'autre, la bête qu'elle sentait naître en elle. J'ai refermé le livre, je l'ai reposé contre ma table de chevet, puis j'ai écrit dans mon carnet des écritures, « Notre Père reste un homme muet ». J'ai répété les phrases apprises, « Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne ». J'ai répété les phrases apprises, inventoriées, et car il se disait « Je n'aurai pas de fils, jamais, pour perpétuer mon nom ». Alors seulement une fois redites les phrases apprises, les phrases écrites et répétées, je me suis couché dans les poussières et les moutons au-dessous de mon lit. De Terre de honte et de pardon est la 7e pièce publiée de David Léon. On y retrouve des personnages qui irriguent ses précédents textes. La cellule familiale avec le père, la mère, le fils, l'autre fils et la sœur. Mais il se retrouve dans un moment de réconciliation, dans un moment où la mère passe en fait le relais d'une certaine manière à son fils. La mère confie donc une mission, celle d'écrire, pour laver de la honte, pour laver la famille entière de la honte. Cette question de l'écriture qui se transmet comme une mission, est-ce que c'est un cadeau, un poids pour le narrateur? Pour le narrateur, c'est d'abord une énigme, en fait, je pense. Et ça, c'est une énigme, c'est comme une énigme au tout du long, en fait, qui devient au fur et à mesure, je crois, un cadeau, en fait. Puisque un cadeau dans le sens où je pense que la mère donne cette mission à son fils. Elle lui dit ça dans la pièce, tu écriras, c'est toi qui nous sortira de la honte, etc., la honte ancestrale, mais sans mesurer, en fait, ce qu'elle dit. Et donc ça résonne, je pourrais dire, pour le narrateur comme une énigme. Et en fait, ce qu'il découvre dans l'énigme, c'est le sens. C'est qu'en fait, toute la recherche qu'il fait après, de tous les livres qu'il recopie, les extraits des mythes bibliques, etc., c'est qu'il découvre à chaque fois un sens à l'intérieur de ça. Et un sens assez plus grand que lui, dans le sens où ça l'inscrit dans l'histoire de tous les autres aussi avant lui. Et ça, oui, c'est de l'ordre du cadeau. C'est de l'ordre de la révélation aussi. Mais ça a échappé à la mère. C'est ça qui est aussi beau. La honte revient assez régulièrement quand même, la honte, l'humiliation. L'humiliation, la honte, oui.
Et il y a même C'est aussi un héritage. C'est aussi un héritage, et il y a même à un moment donné la haine, la honte, l'humiliation. Oui. Et quelque chose à laver de la honte. Est-ce que l'acte d'écriture réinscrit certes dans un mythe plus grand, etc., mais le laver, très exactement. Parce que laver, c'est pas forcément effacer, j'imagine, quand même. Non, laver, c'est comme on se lave pour nettoyer, c'est-à-dire on retrouve en réalité, quand on se lave, on retrouve de la vie, on retrouve de la vitalité. Le corps est rendu vivant, propre, etc. C'est la même chose dans l'ordre de l'écriture, disons, de ce que travaille le narrateur, encore une fois. C'est-à-dire, il lave la honte, c'est-à-dire qu'il met de la parole sur la honte. Elle vient de ce qui est non dit en général, sur ce qui est tu. C'est pour ça que le titre aussi, il y a comme un double sens dans le titre, de taire, de honte et de pardon, c'est-à-dire passer du fait de se taire réellement, de ne pas dire, donc dire la honte. Et une fois que la honte est dite et lavée, que les mots ont été mis là-dessus, on peut pardonner, donc on peut passer à un autre stade. Dans le texte, le narrateur écrit souvent en repli. Il sort son petit carnet, il se met sous le lit, dans les poussières et les moutons, et on sent bien le refuge, en fait, le corps qui va se réfugier pour pouvoir écrire, où l'écriture, du coup, serait comme un refuge. Et pourtant, il n'écrit jamais pour lui. Tous les mots sont pour les autres. Il recopie pour la mère, ça s'est dit plusieurs fois. Il recopie pour le père aussi, je crois. Beaucoup pour le père, oui. Oui, c'est un refuge, et c'est-à-dire que les livres deviennent un repère aussi. Un repère, encore une fois, un repère de sens, comme une nourriture, en fait. Et c'est un don qu'il fait ? Quand il dit écrire pour le père, écrire pour la mère ? Ah oui, c'est dans le... Il répond, c'est-à-dire qu'il prend au sérieux ce que lui a dit la mère. Parce que ce que lui dit la mère, tu écriras pour nous, tu nous sauveras, c'est aussi comme un don. Il répond au don en quelque sorte. Mais encore une fois, d'une manière générale, pour moi, la littérature est un don. C'est-à-dire, c'est une parole donnée pour d'autres. On la lit une fois ? Ouais. Mère avait dit que j'écrirais. Je serais celui de la famille qui le ferait, que j'étais doué pour cela. Mère avait dit... Toi, tu seras le fils de la parole, non plus celui de la honte. Tu seras du côté des lettres. Tu nous sauveras de la honte. C'est toi qui nous sauveras. Tu écriras. J'ai recopié les phrases. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Mère ne lisait pas. Mère ne lisait jamais. Les livres s'accumulaient, tandis qu'elle en achetait beaucoup, tous les week-ends pour sa sortie hebdomadaire. Elle farfouillait les librairies, achetait les livres. Elle remplissait toute la maison, bourrait de livres ses grandes bibliothèques, sa chambre et le salon, jusque nos chambres. Mère ne les lisait pas. J'ai toujours su qu'elle ne les lisait pas. Mère faisait juste semblant de lire et de connaître. J'ai recopié les phrases. Et il sentit le noir. Et il sentit comme cette chose noire et âpre sortait de la bouche de mère quand on souleva sa tête. J'ai recopié les phrases. Et que sa revanche consisterait à le laisser toujours dans l'ignorance de la revanche que mère prendrait. J'ai recopié. Elle est restée assise, perdue, recluse dans cet orgueil, dans cette fierté qui lui fermait son cœur à Dieu. Comme j'en avais fini de mon étude, j'ai refermé le livre. Je l'ai reposé contre ma table de chevet.
J'ai pris le temps d'écrire dans mon carnet des écritures. Cette nuit sera une nuit d'ellipse, d'éclipse totale. La lune deviendra rousse, tu la verras. Puis je me suis caché au-dessous de mon lit, dans les poussières et les moutons. Je me suis redit les phrases apprises, les phrases écrites et répétées. Et alors le roi de l'Israël, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et il pleura. Je me suis redit les phrases. En marchant, il disait « Absalom, mon fils, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, Absalom. Je me suis redit. Je leur ai donné la parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Alors seulement une fois redites les phrases apprises du livre écrit, dans les poussières et les moutons, je me suis couché et endormi. C'est bien juste sur les premières phrases, toi tu seras le fils de la parole, non plus celui de la honte. En fait, de ne pas l'extérioriser. Ok, oui. La parole de la mère, ne pas l'extérioriser, mais faire l'inverse, comme se retirer et du coup laisser plus de temps entre les phrases. Ça tombe plus. Tu vois, jusqu'à tu écriras. C'est toi qui nous sauveras. Ouais. Tu écriras. Pour les phrases citées, enfin, les phrases copiées. Oui, ça va. Ça va. Je pense après, c'est des détails à l'intérieur, mais faire plus entendre la revanche, par exemple. Faire sortir la revanche. Et l'ellipse aussi. Et tu vois, ça, c'est des petits détails. De l'avoir en tête, des petits détails. Et là, je pense, mais peut-être tu peux... C'est comme si tu prenais aussi une distance. C'est vraiment comme la lecture du livre sacré. Donc c'est même physiquement, tu vas chercher à prendre un recul. Et alors, le roi de l'Israël, tu vois, la parole sacrée. Et il pleura. En marchant, il disait, et comme presque d'incarner le Père, Absalom, mon fils, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils Absalom. Tu vois, c'est la grande histoire d'Absalom. C'est dans Faulkner, ça aussi. C'est le livre de Faulkner, Absalom. Il faut absolument lire ça. Ça, et je leur ai donné la parole. Là, ça, c'est plus... parce que ça, c'est la parole du Christ. Et c'est plus... Il y a une grande vérité dedans, et du coup, ça, c'est plus fragile, disons, tu vois. Tu vois, sur le mouvement. Là, en quelque sorte, ça s'agrandit, ça fait comme une chose sacrée, et là, ça plus intime. Oui, plus intime. Bon, allons-y. Mère avait dit que j'écrirais. Je serais celui de la famille qui le ferait, que j'étais doué pour cela. Mère avait dit, toi, tu seras le fils de la parole, non plus celui de la honte. Tu seras du côté des lettres. Tu nous sauveras de la honte. C'est toi qui nous sauveras. Tu écriras. J'ai recopié les phrases. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Mère ne lisait pas. Mère ne lisait jamais. Les livres s'accumulaient tandis qu'elle en achetait beaucoup, tous les week-ends pour sa sortie hebdomadaire. Elle farfouillait les librairies, achetait les livres. Elle remplissait toute la maison, bourrait de livres ses grandes bibliothèques, sa chambre et le salon, jusque nos chambres. Mère ne les lisait pas. J'ai toujours su qu'elle ne les lisait pas. Mère faisait juste semblant de lire et de connaître. J'ai recopié les phrases.
Et il sentit le noir. Et il sentit comme cette chose noire et âpre sortait de la bouche de Mère quand on souleva sa tête. J'ai recopié les phrases. Et que sa revanche consisterait à le laisser toujours dans l'ignorance de la revanche que Mère prendrait. J'ai recopié. Elle est restée assise, perdue, recluse dans cet orgueil, dans cette fierté qui lui fermait son cœur à Dieu. Comme j'en avais fini de mon étude, j'ai refermé le livre. Je l'ai reposé contre ma table de chevet. J'ai pris le temps d'écrire dans mon carnet des écritures. Cette nuit sera une nuit d'ellipse, d'éclipse totale. La lune deviendra rousse, tu la verras. Puis je me suis caché au-dessous de mon lit dans les poussières et les moutons. Je me suis redit les phrases apprises, les phrases écrites et répétées. Et alors le roi de l'Israël, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte, et il pleura. C'est ça, Léopold, mais et trouver dedans comment être touché à l'intérieur, comme si en le disant tu étais le roi de l'Israël en fait, tu vois. Ah oui, d'accord. En fait, en quelque sorte, ça pleure. Faut pas pleurer, Oui, mais c'est ce que je veux dire. Ok, ouais. Ok. tu vois. Mais c'est peut-être parce que j'ai mal indiqué ou je reprécise dedans. C'est ça, mais il y a la chose en plus à l'intérieur. Ok. Je me suis redit les phrases apprises, les phrases écrites et répétées. Et alors le roi de l'Israël, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte, et il pleura. Je me suis redit les phrases. En marchant, il disait « Absalom, mon fils, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils Absalom !» Je me suis redit. Je leur ai donné la parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Alors, seulement une fois redites les phrases apprises du livre écrit, dans les poussières et les moutons, je me suis couché et endormi. Oui, c'est ça. C'est sans affect, Ah ok, d'accord, tu vois. d'accord. C'est-à-dire, il y a une chose presque plus si tu veux, il y a une sorte d'intimité, mais plus froide. Tu nous sauveras de la honte. Ah oui, ok. C'est toi qui écriras. C'est toi. Tu nous sauveras de la honte. C'est toi qui nous sauveras. Tu écriras. Parce que si tu veux, à l'intérieur, c'est... Après, il y a l'histoire, si tu veux, de la mère, de la parole de la mère dans le texte, tout ça. En fait, il y a une phrase terrible dans le texte où elle dit « Maintenant, je sais que je suis morte ». Elle est déjà partie, en fait. Tu vois, il y a une chose qu'elle a déjà abandonnée. Donc, elle le dit dans l'intimité à son fils, mais déjà retirée. Tu vois? Ok, ouais, je vais essayer. Je reprends du début. Ok. C'est-à-dire tout ce que moi je n'ai pas pu faire, tu le feras. Tu vois? Okay. Dans la lucidité de ça aussi. Mère avait dit que j'écrirais. Je serais celui de la famille qui le ferait. Que j'étais doué pour cela. Mère avait dit, toi tu seras le fils de la parole, non plus celui de la honte. Tu seras du côté des lettres. Tu nous sauveras de la honte. C'est toi qui nous sauveras. Tu écriras. Il est question dans Deux terres de honte et de pardon de la naissance de l'écriture pour le narrateur David. Le texte met en scène un moment dans une école, l'apprentissage de la lecture.
et on sent bien qu'il y a que pour le moment, les enfants sont en stade où ils déchiffrent. On n'est pas encore à la lecture. Et ce n'est que dans la scène qui la suit immédiatement, cela dit, qui évoque l'enterrement de la grand-mère, où David dira « J'ai commencé à lire réellement, autre chose que déchiffrer ». Et c'est vrai que le texte met vraiment en perspective déchiffrer, lire, tout comme il met recopier jusqu'à arriver à écrire. Est-ce que ce processus est celui que toi tu aurais vécu en tant qu'auteur? Est-ce qu'il y a des seuils dans la lecture, dans l'écriture? Comment répondre? Parce que ce moment dans la pièce sur la classe, en fait, c'est un moment que moi j'ai vécu en tant qu'enfant. Un souvenir que j'avais sur le son des lèvres. Je me souviens très bien de ça, enfant dans la classe. Et je me souviens très bien des sensations de mon corps. Et donc quand j'étais plongé dans l'écriture du texte, je me suis dit à un moment donné, mais ça, il faut que ça apparaisse. Je crois que j'y suis arrivé, enfin, j'en suis assez content. Du coup, oui, c'est lié en fait Oui, c'est lié. Et le passage avec la grand-mère aussi, parce que dans ma propre biographie, il s'est passé un moment, ça a été un moment important dans ma vie d'enfant, la perte de ma grand-mère. Et je pense que le texte restitue ça aussi, redonne vie en quelque sorte à ça, retémoigne de ça. Et ce qui se passe dans la pièce, c'est qu'il y a comme un grand moment d'innocence dans la classe, au moment où les enfants commencent à apprendre à lire, à déchiffrer, avec la joie que ça comporte, et l'innocence en fait. Et juste derrière, le stade qui est franchi, c'est celui du sens qui apparaît. Et du coup, le niveau de lecture devient plein, disons. De sens ou de nécessité, peut-être? Aussi, oui, mais ça s'ajoute ensuite, ça. La nécessité de continuer à creuser, à lire, à découvrir, à chercher quel est le sens, en fait, que recèlent les livres et les textes. Au-delà de l'innocence et au-delà de la joie de l'écriture. Dans le passage qui se passe à l'école, on entend bien j'ai l'impression en tout cas, que ce premier stade du déchiffrement est surtout musical. Oui, on entend dans l'écriture, ça crépite, ça pépite, ça pétille. Oui, c'est ça. C'est là aussi où il y a quelque chose du psaume aussi qui apparaît. Et c'est à la fin de ce passage, en fait, où il commence à répéter aux autres ce qui était dit. Et là où le sens peut-être émerge, ils vont manger des framboises, des mûres dans la forêt. Et les enfants m'écoutent, murmurent, répètent et agrandissent les mots de ma bouche. Oui, c'est ça. Et ce qui se passe aussi, c'est que la mission confiée par la mère, en fait, là, elle prend sens avec les autres. C'est-à-dire qu'il répète aussi là pour les autres. Donc on pourrait dire le champ de la littérature s'agrandit en fait. On pourrait dire qu'au départ il répond vraiment, il écrit pour sa mère au départ. Il répond vraiment à ce que demande la mère. Mais au fur et à mesure, et précisément dans la classe, il découvre aussi que c'est avec les autres. C'est comme si en quelque sorte les autres lui donnaient aussi cette mission-là ou reconnaissaient cette mission-là. Leurs lèvres palpitent. Leurs lèvres papillonnent, fragiles, intemporelles. Leurs mots affleurent au bord des lèvres que leurs paroles découvrent. Je suis assis au bord de table, j'écoute le flot des mots, les vagues des ponts, la nappe des croches, des boucles, des anicroches, des arcs et des syllabes qui balbutient pépis de la bouche. Je n'entends pas encore leurs mots. La petite classe apprend à lire, les dos courbés dans les gilets de laine, les pardessus tressés, ou en losange ou en carré, leurs visages doux très concentrés, leurs yeux plissés. Leurs doigts soulignent les mots écrits, traçant une ligne qui montre la phrase, qui la révèle. La petite classe est fraîche, donne sur la cour, puis sur le parc, puis la clairière et le sous-bois, puis la forêt. Les fenêtres grandes ouvertes, dans ce silence de la campagne éclose. J'écoute le bercement.
le flot des mots glissant de la bouche. Les enfants lisent. Leurs lèvres se collent et se décollent. Un filet d'air entre chaque mot qui perce l'espace par petites touches, doucement naissantes par petites bulles jaillissent, frémissent. J'écoute le grand murmure. J'ai recopié les phrases dans mon carnet des écritures. Maintenant, je les entends les lire. Que les eaux grouillent des bestioles vivantes, et que l'oiseau vole au-dessus de la terre, et que la terre produise des êtres vivants, des êtres remuant selon chacune de leur espèce, et qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer du jour la nuit. J'ai recopié encore. Maintenant, j'entends les mots distincts et séparés du flot des phrases. Et à toute bête de la terre, et à tout oiseau du ciel qui porte sa semence, et sur toute la surface de la terre de honte et de pardon, et à tout arbre dont le fruit porte sa semence, ce sera votre nourriture. Et à toute bête de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui grouille et remue sur la terre, et à ce qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. J'ai recopié les phrases. Tout ce que j'entendais dans mon carnet des écritures, posé sur le pupitre verni, ouvert tel un lutrin. Au commencement était le Verbe en lui, au commencement était la vie en lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui, et la vie était sa lumière, la lumière même des hommes, et la lumière brillera dans les ténèbres. J'ai rajouté des majuscules à la lumière et aux ténèbres. L'encre se redressait sur le buvard, s'élargissait, et la sonnerie a retenti. Nous sommes sortis derrière le parc dans le sous-bois. Nous sommes en groupe à aller cueillir des baies, des mûres et des framboises dans la forêt. J'ai répété aux autres qu'on te cueillait. Les phrases écrites et recopiées, les phrases apprises du livre écrit et révélé. Et toi, tu es toi, dit une grande voix à l'intérieur tout au-dedans de lui. Et toi, tu es toi. Voilà ce qui est écrit et il n'y a que moi qui vienne ici et il n'y a que moi qui l'écrira. J'ai répété aux autres. Et c'était dit dans un langage d'oiseau, c'était écrit en écriture d'oiseau. Leurs paumes, griffées des ronces, leurs lèvres humides, tachées des mûres et des framboises, emberlificotées, entortillées dans les broussailles et les buissons de boutons d'or. Tous les enfants, soudain en joie, m'écoutent, murmurent, répètent et agrandissent les mots de ma bouche. Et la phrase immédiate qui suit, c'est « Un jour, j'ai commencé à lire ». Et c'est lors donc de l'enterrement de la grand-mère, Oui. qui reste quand même dans la mémoire, enfin qui reste nôtre, même si elle ne peut plus entendre peut-être les paroles. Est-ce que ce passage-là, cette lecture-là lui est adressée ? À la grand-mère ? Oui. Ou alors à la mère qui reste peut-être ? Oh, deux, mais oui, je pense que c'est plus précisément à la grand-mère parce qu'il est vraiment dans la séquence, il est sur le cercueil, quoi. Enfin, il parle dans le cercueil carrément. Il se met même dans le cercueil à un moment donné. Et c'est comme si, mais à l'intérieur de ça, il constitue un sens aussi. Il découvre un sens. Et comment dire, oui, c'est vraiment adressé à la grand-mère aussi dans le sens où c'est elle, en quelque sorte, qui est à la source de la honte. C'est la première, on pourrait dire, qui enclenche l'histoire de la honte dans cette famille-là. C'est elle la source. Donc c'est là aussi où il constitue un sens, c'est-à-dire qu'il redonne de la vitalité en mettant de la parole là-dessus, en faisant référence au mythe, etc. Il redonne de la vitalité et il reconnaît aussi, en fait, à la grand-mère, là où elle était prise. Il dénoue, en quelque sorte. Pour la grand-mère, pour la mère, pour le père, au-delà, etc. Et l'image où effectivement il écrit il est dans le cercueil est assez étonnante. Oui. Il arrive à la fin de la séquence. Pour moi, il me semble qu'il y a un lien évident entre la littérature et la mort, et c'est pour ça que j'avais été assez marquée de cet acte-là, de naissance de la lecture. J'ai commencé à lire à ce moment-là, au moment finalement où j'ai conscience de la mort. Où j'ai conscience de la mort et où je perds quelque chose et où en quelque sorte je perds du sens. Parce qu'on pourrait dire que c'est la grande illusion aussi. Que arriver à la mort, il y a plus rien. Enfin, il y a une perte de sens. Alors que non. Il y a aussi quelque chose de cet ordre-là pour moi.
C'est-à-dire, mais il va au bout de ça, c'est-à-dire se mettre dans le cercueil. En fait, il le fait dans la parole, de se mettre dans le cercueil aussi. Est-ce qu'il hérite aussi de cette humiliation qu'a reçue la mère? Parce qu'en fait, la grand-mère, la mère explique à David, la grand-mère, ta grand-mère, me disait reste à ta place, baisse les yeux, tu n'es qu'une putain. Elle emploie le mot putain. Oui, tu n'es qu'une orgueilleuse, rien qu'une putain. Tu n'es qu'une orgueilleuse, une menteuse, une putain. Ne parle pas en quelque sorte aussi. Et le narrateur, plusieurs fois, est habillé comme une fille. On dit la grand-mère, je crois, lui met un collier de nacre, la mère. C'est au moment de la séquence du cercueil, d'ailleurs. C'est au moment de la séquence, effectivement, du cercueil. Est-ce que cet héritage de cette violence fait habituellement au corps féminin? Parce qu'il n'y a pas de... Ça traverse pas le genre. Hein. Dire à une petite fille tu es une putain, ça a une violence. On n'a pas de terme équivalent pour les adresser aux garçons. Est-ce que cette humiliation-là, qui se transmet peut-être normalement dans les filiations, dans la matière, de mère en fille, est-ce que David en hérite? Est-ce qu'il il sent qu'il en hérite? Est-ce qu'il le vit parce qu'il voit sa mère en hériter, ou sa sœur d'ailleurs, il a une sœur, Caroline. Le narrateur, dans cette humiliation-là, quelle est sa place? Est-ce que c'est celle de simples témoins? Alors on hérite, quand on est témoin, c'est pas vivable, un monde où ça existe, même si on n'est pas atteint directement. Est-ce que ça, il le vit directement et que lui-même... Il le vit directement, oui. Il le vit directement, sauf qu'il le transforme dans l'écriture. Il le transforme en retrouvant dans l'écriture ce que lui fait sa grand-mère en le maquillant, en le transformant en petite fille, etc., ce que reprend sa mère. C'est-à-dire, il est pris dans la chaîne lui aussi de l'humiliation. En quelque sorte, il n'y a pas de raison. Tant qu'il n'y a pas eu de parole là-dessus, tant qu'il n'y a pas eu reconnaissance de ce dont il s'agit. Donc il est complètement pris, lui, dans la chaîne, sauf qu'il écrit de terre de honte et de pardon, et que, écrivant de terre de honte et de pardon, il retrouve qui a été mis en petite fille. Et il retrouve le mythe de Tirésias. Là aussi, Tirésias, qui est quelqu'un qui a un don. Donc il retrouve aussi que ce dans quoi il est pris est en réalité plus grand que lui, et concerne aussi d'autres que lui. Et ça change la donne. Le don la donne. Et ce qui est assez joli, du coup, c'est que tout à l'heure, par exemple, tu disais... il va dans le cercueil, mais enfin, il n'y va pas vraiment. C'est par la parole qu'il y va. Il y va dans le symbolique, on pourrait dire. Il y va symboliquement, voilà. Ouais. Et là, tu viens de me dire... il en hérite directement. Et c'est vrai qu'on ne sait jamais à quel endroit c'est direct, à quel moment c'est lui qui le fait de manière symbolique. Et je trouve ça assez joli aussi comme façon de dire que l'écriture, ou même le sens, la littérature, tout simplement l'accès au sens, en fait, par le biais de la parole. C'est aussi la capacité finalement de se mettre à la place des autres, ou alors de donner de sens à ce qu'on a réellement reçu. Enfin, ça ne fait pas de distinction finalement, et dans les structures de tes phrases, il n'y a pas de distinction entre la dimension symbolique. Il décide de rentrer dans le cercueil, symboliquement, pas en vrai, et il est habillé en fille, en vrai ou symboliquement. Finalement, c'est exactement les mêmes structures de phrases, et c'est ce que je trouve très beau, en fait, et qui raccroche le plus peut-être à ce mythe-là, quelque chose qui nous dépasse, et où c'est la famille entière, finalement, qui est là, qui est présent dans le livre, et pas David au centre d'une famille. Toujours grâce à l'écriture, en tout cas. C'est symbolique et puis c'est métaphorique. Enfin, comment dire, c'est symbolique, métaphorique, et en même temps, c'est réel. C'est-à-dire que moi, quand j'ai perdu ma grand-mère, j'ai arrêté de parler. Je ne pouvais plus parler. Et ça a duré un moment, je crois. Et en quelque sorte, quand on perd quelqu'un, on entre dans le cercueil. Oui. Physiquement. C'est ce qui nous arrive. Enfin, le deuil, c'est quelque chose, on entre dans le cercueil, d'une certaine manière. Moi, je le restitue réellement dans le langage, enfin dans l'écriture. Que ce soit après effectif ou pas, c'est pas... Oui, le fait et le réel, c'est pas pareil. Oui. Mais l'événement, disons, en tout cas, se produit, enfin, a un effet.
Un jour, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire ce grand jour-là. Grande-mère a été mise dans le cercueil, portée dans son tombeau de bois. Le livre écrit posé dessus. J'ai arrêté de parler de ma bouche. J'ai commencé à lire les phrases du livre écrit que j'ai ouvert sur le tombeau de bois. Je l'ai feuilleté. J'ai lu du livre les phrases écrites. Je ne pouvais plus parler de ma bouche. Je ne pouvais plus épeler, balbutier. Je ne pouvais plus chanter de ma bouche. Alors j'ai recopié les phrases du livre sur le tombeau de bois. Un jour, le jeune Tirésias était allé à la chasse dans ces collines, vers ces ornières, non loin du lieu des sources d'eau. Et voulant alors rejoindre Mère, il s'approcha et surprit Mère dans sa nudité même. Et Mère lui mit ses mains dans ses cheveux, et Mère lui caressa ses yeux, et Tirésias perdit la vue. J'ai recopié les phrases écrites du livre écrit et révélé. Et Mère lui donna un bâton d'orme avec lequel il put se diriger comme s'il avait ses yeux tandis qu'il s'aveuglait. Et Mère me dit, « Et même après ma mort, ton don persistera, ton don de langue et de parole et d'écriture, ton langage des oiseaux, parce que ce sera moi qui te quitterai, je partirai bien avant toi, avant ton père, ô mon David. » J'ai recopié les phrases du livre sur le tombeau de bois. Et d'autres disent encore qu'un jour, sur l'enflement de la colline, vers ses ornières les plus dangereuses, le jeune Tirésias surprit 2 reptiles, tels père et mère en train de s'accoupler. Et Tirésias frappa sa mère avec son bâton d'orme offert par Mère, et le jeune Tirésias devint une femme. 7 ans plus tard, il frappa Père avec le bâton d'orme offert par Mère pour séparer le mâle de sa femelle, et Tirésias devint un homme. Mère me maquille, glisse à mon cou des perles de nacre. Mère fait de moi une petite fille. Je ne peux plus parler de ma bouche. Je suis debout, je suis devant le grand cercueil de bois de Grande-Mère. Je pose mes mains sur son tombeau. Je lis le livre écrit, le livre révélé. Je recopie ses phrases. Je regarde Grande-Mère dans le tombeau ouvert. J'y vois Mère, j'y vois une petite fille, j'y vois David. Je lis le livre. Une très grande voix souffle dans ma tête, traverse mon corps, le fait trembler. Je ne peux plus parler, articuler les mots de ma bouche. J'ai recopié les phrases écrites du livre écrit et révélé. Et je ferai de toi tout le sujet de ma joie, tout le sujet de mon allégresse, et je chanterai ton nom pour toi. J'ai refermé le livre écrit et révélé. Je me suis couché dans le tombeau de bois. Grande-Mère aussi m'a maquillée. Une petite fille, ses doigts gercés sur ma figure et sur ma bouche le rouge à lèvres. Mère en a ri aux larmes anciennes. J'ai répété les phrases pour Mère, je les répète pour Père. Mais tu as fait de moi un sujet de rire, et je suis avec toi dans tout ce que tu fais, mais quiconque d'autre l'apprendra rira de moi. Et je me suis endormi dans le tombeau de bois. Est-ce que c'est un moment, ce texte-là précisément, est-ce que c'est un moment de, alors le mot est peut-être mal choisi, de réconciliation? Oui, c'est le mot juste, oui, c'est ça. Alors tu peux nous en dire plus, parce qu'il est question donc là d'une famille avec un père, une mère, Oui. Rien que de très normal jusque-là. Une sœur, un frère, 2 Ouais, frères. Ouais. Et on assiste dans De terre de honte et de pardon à un moment où on assiste à l'écriture en train de s'écrire. Oui. Donc il y avait une impossibilité auparavant de parler de cette fratrie, de cette famille de façon apaisée, parce qu'il y a une vraie réconciliation. Et j'ai l'impression que les textes précédents étaient plutôt sous
Est-ce que le mot colère te conviendrait ? Tu es plutôt dans une forme de colère et de revendication, énergique. Non, le mot juste, pour moi, c'est le mot sidération. C'est au-delà de la colère. Avant, pour moi, en fait, de terre de honte et de pardon, mais je le comprends après l'avoir écrit et puis en prenant du recul, c'est que pour moi, en fait, c'est comme le dernier volet, je pourrais dire, de tout ce que j'ai écrit jusque-là, de tout ce qui est publié jusque-là. C'est-à-dire quand je parle de... Le point de départ, c'est un Batman dans ta tête, avec la parole de l'enfant Mathieu qu'on retrouve dans De terre, de honte et de pardon. Même s'il n'est pas nommé de la même manière, il est nommé Petit Père dans De terre, de honte et de pardon. Mais au point de départ, un Batman dans ta tête, c'est sa parole à lui, complètement diffractée, complètement dans la sidération, dans le choc, voilà. Et tout le trajet après jusqu'à De terre et de honte et de pardon, c'est oui, dans la réconciliation, dans l'écriture, et de sortir en quelque sorte de cet état de sidération, en reprenant des éléments. Dans De terre, ça reprend des éléments pour ceux qui ont déjà lu les textes ou qui les liront, qui revient sur des points déjà explorés dans les autres textes, mais qui les apaise. Ce que j'entends par sidération, c'est des moments dans la vie où la violence de phrases de la vie courante, face à ces phrases-là, on ne peut pas répondre. Et donc, est-ce que d'abord la lecture et ensuite l'écriture sont un moyen pour, les locuteurs, celui qui parle, justement d'échapper à cette sidération, de sortir de la sidération? Et est-ce que ça suit ton trajet? Enfin, je veux dire, est-ce que toi aussi, c'est la lecture d'abord qui t'a permis de sortir d'une forme de sidération? Ah, mais c'est certain. En fait, l'écriture de De terre, de honte et de pardon, c'était un moment où j'étais en train de lire Faulkner. Et Faulkner, il raconte des histoires, voilà, et des histoires, on pourrait dire, banales de personnages. Et il cherche toujours dans l'écriture à relever ces histoires-là au niveau d'un mythe. Il y a beaucoup de références à la Bible notamment. Et c'est en lisant Faulkner que j'ai compris en fait que ce qui a à voir avec mon histoire personnelle, parce que moi je pars toujours du principe qu'on écrit toujours à partir de soi. C'est en lisant Faulkner que j'ai compris que mon histoire personnelle en fait rejoignait aussi un mythe et quelque chose et s'inscrivait dans une chose beaucoup plus grande. Mais comme je pense chacune de nos vies en quelque sorte. Et moi je reconnais cette joie aussi qui accompagne vraiment aussi l'écriture, qui commence par effectivement j'accueille, je recopie, j'écris, je suis reconnu comme un écrivain. Oui. Et effectivement c'est un texte qui parle d'écriture en fait. Comme presque tous les textes. Hein. Comme tous les textes, mais là particulièrement. C'est vraiment un texte qui parle. J'ai l'impression que c'est un texte qui a une certaine, peut-être un certain tournant. Où là, on se dit, là, je signe ce qu'a été jusqu'à maintenant l'acte d'écrire, ou ce qu'est l'acte d'écrire. Ah oui, pour moi, ça correspond vraiment à ça. Ouais. Pour moi, c'est la fin d'un, je dis cycle, ou quelquefois je me dis période, comme les peintres disent, mais pour moi, oui, c'est les 7 livres qui sont publiés aux Espaces 34, pour moi, c'est... Enfin voilà, c'est comme une partie en soi. Ouais. Avec une variation à l'intérieur selon les textes. Et je pense, oui, voilà. Après, je ne sais pas quel sera l'autre cycle, mais voilà. Ah, mais il y en aura forcément un. Forcément. Ce morceau est une création musicale de l'artiste Guillaume L'Église, avec qui j'ai travaillé au mois de novembre dernier à Théâtre Ouvert, où nous avons présenté une lecture musicale avec le comédien Pierre-Félix Gravière. PVC est une émission conçue et réalisée par Marie Reverdy, mise en son par Bruno Méria, en collaboration avec Sabine Chevalier, directrice des éditions Espace 34. Les extraits ont été travaillés au plateau par les étudiants de l'ENSAD, sous la direction de David Léon.
Nous remercions nos partenaires de l'ENSAD, Gildas Milin, directeur, et Moustapha Touil, régisseur général. Nous remercions également Bella Xupon, directeur de la Baignoire, lieu dédié aux écritures contemporaines.